Il y a des pays industrialisés, riches, où les secours ne peuvent plus arriver. Et les secours en Australie, pendant les méga feux, là, il y a eu 2019, 2021, 22, il y a eu des méga inondations aussi. On est en lien avec des chercheurs là-bas et des gens qui ont vécu ces catastrophes. Ils disaient, les pompiers demandaient de l'aide à la population. Donc tu vois, et ils n'arrivaient pas. En fait, ils n'arrivaient même pas sur les lieux et ils ne savaient pas gérer les méga feux. Et il disait à la population, on ne sait pas le faire, organisez-vous. Et pour la vie de tous les jours, en fait, parce qu'on vit tous des petites catastrophes, tu vois, les deuils, les accidents, des morts, des maladies, finalement, la vie est une suite de catastrophes. Eh ben, il faut qu'on puisse se débrouiller. C'est une idée que j'avais découvert, il y a quelques années, mais je trouve qu'elle est en fait, on s'en rend pas forcément compte de ce qu'elle veut dire, du tissu social, comment on tisse, en fait, des liens. Est-ce que tu peux expliquer, justement que les liens, c'est un enchevêtrement de services rendus et qui font qu'après ils deviennent enfin, est-ce que tu peux expliquer, cette expression du tissu social qui est, qu'on accepte, mais en fait, on prend pas forcément, vraiment conscience de ce qu'elle veut dire? J'imagine, tu fais référence, dans notre livre sur l'entraide, on parlait du cœur de l'entraide, c'est la réciprocité entre deux personnes. Donc l'entraide, c'est un acte, ce sont des actes, c'est pas un sentiment, contrairement à la solidarité qui est un sentiment, tu vois, on se sent solidaire. Mais l'entraide, c'est un acte, c'est-à-dire que si j'agis, je t'aide spontanément. Toi, en fait, tu es câblé pour ça, au niveau cognitif et hormonal et tout. Pour, ça a été, on est des produits de l'évolution, hein, on a été fait pour être très sociaux. Tu vas avoir envie de me redonner. Ça s'appelle le don et le contre-don. Et les anthropologues, ils appellent ça l'obligation de rendre. Une obligation. C'est comme un sentiment, tu te sens obligé de. Tu vois, t'imagines, tu as un collègue que tu n'aimes pas trop, et tout à coup, le jour de ton anniversaire, il vient, il t'offre un cadeau. Tu fais, ouais, trop bien, je suis hyper touché, t'attendais pas ça de lui et tout. Tout Ou à coup, les invitations au mariage? Oh je ouais, n'importe, tu vois, un truc qui te fait ouais. plaisir et t'attendais pas. Tout à coup, tu te dis, intérieurement, tu as une envie de lui faire plaisir, merci, peut-être la gratitude, et tu vas essayer de lui rendre un cadeau, tu vois, quoi. Tu vas chercher son anniversaire, sa date, et tout ça. Mais cette dette-là, alors c'est des mots un peu économiques, c'est un peu moche, mais c'est une dette que tu as et une obligation de contre-don. Tu vas pas pouvoir la faire immédiatement. Tu vois, imagine, il t'offre un cadeau, un bouquin que tu aimais bien et tout, que tu voulais lire. Tu vas pas courir au magasin et lui réoffrir un cadeau vite fait pour le rembourser. Ça serait mal vu, tu vois, ce serait gênant. Tu vas pas lui offrir un grand voyage aux Caraïbes parce que ça serait gênant, c'est disproportionné, tu vois. Donc c'est très calibré. Et ce temps de la dette, c'est le temps du lien social. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que quand tu rends un cadeau, tu l'annules pas, tu le perpétues. C'est-à-dire que lui va vouloir encore te rendre. Et c'est ça le lien social. C'est un enchevêtrement de dons, de contre-dons, de désir de rendre, de faire plaisir, d'altruisme, de tout ça. Et tout ça est finement câblé. Et on est très bon pour ça, tu vois. Et ça part de là, de la réciprocité. On est des animaux empathiques et de réciprocité. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a plein d'autres espèces de réciprocité. Mais ça fait de nous des êtres ultra sociaux. Et ce que je dis tout le temps par rapport aux catastrophes, c'est que la socialité, le lien social, c'est ce qui diminue les niveaux de peur. C'est notre bouquin de l'année dernière, Le pouvoir du suricate, avec Nathan Obadia. On a décortiqué les peurs, et les traumas, etc. Et la cartographie des peurs. Et on a résolu ce paradoxe que moi je comprenais pas. Mais en fait, la peur, elle inhibe aussi bien qu'elle permet d'agir. Elle stimule à l'action. Et la peur, à la base, c'est fait pour agir. C'est fait pour se sauver d'un danger, tu vois. Et pourquoi elle nous inhibe? C'est quoi ce paradoxe? Et en fait, quand on a des trop grands niveaux de peur, tout à coup, notre corps, il se sent, il a plus assez de ressources. Et donc, il se ferme. Freeze, disent les Anglais. Ils freeze, tu vois. Et ils ont plus la capacité, on perd la capacité d'agir. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est augmenter nos ressources. C'est quoi les ressources? Je disais tout à l'heure, c'est le lien, l'essence et la joie. Plus on a de liens, on se sent en lien, on a des amis, on a même les non-humains, on se sent en lien avec les arbres, avec les écosystèmes, avec la nature. On a plein de liens sociaux. Plus on a du sens à notre vie et plus on a de la joie.
plus on se sent résilient et on a des ressources pour agir. Et donc, quand un danger arrive, les niveaux de peur peuvent être très grands et on peut agir grâce à la peur, tu vois. Mais si on n'a plus de ressources, si on se sent seul, donc pas en lien, il n'y a pas de sens à notre vie, comme aujourd'hui avec le capitalisme, et que il n'y a pas de joie, eh ben, on va pas avoir assez de ressources et au moindre petit danger, au moindre petit niveau de peur, on est en PLS. Et ça, c'est dangereux parce que ça fait des victimes et ça fait des gens qui ne peuvent pas aller aider les autres, tu vois. Donc c'est catastrophique. Il y a je crois que c'est dans le livre de Timothée Parry que je trouve qu'il utilise cette expression de l'économicisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que la matérialité, la prospérité fait que on fait payer des services qu'avant le lien social fournissait. Mmh. Par exemple, des gardiens, par exemple, Ouais. des déménageurs, par exemple. En fait, plus on est riche, plus moins on a besoin des autres. Ça, c'est un facteur aussi, c'est que le développement matériel, la richesse de nos communautés aujourd'hui font qu'en fait, on s'isole de plus en plus. C'est un sentiment que tu partages? Moi, je le formulais autrement. Je pense que c'est ce que voulait dire, Tim, c'est que, heu les gens qui pensent bien faire en donnant une récompense économique pour un service rendu, un service, pour le bien public, le bien commun. Si tu les récompenses par de l'argent, ces gens-là, en fait, tu vas, casser leur motivation intrinsèque. Tu vas donner une récompense extrinsèque et eux, ils voulaient juste aider et participer au bien commun et la plupart des gens, veulent, sauf les psychopathes. Comme je dis, il y en a toujours quelques pourcents. La plupart des gens, ils veulent le faire, même sans argent, tu vois? Et si tu lui donnes de l'argent, tu vas casser ce truc-là. C'est ça l'effet contre-productif de l'économicisation. C'est ça, en fait, Ouais. c'est comme ça que je l'ai compris. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Oui, dans le fameux livre La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, je crois que c'est ça. Ça, j'ai pas lu. Ah bah, c'est exactement ça. Ah cool, Il montre merci comment pour la ref. la, en fait, ce qui motive les gens, c'est souvent des choses intrinsèques et Mmh. que les récompenses extrinsèques, en fait, elles durent un tout petit peu, par exemple des primes, des choses comme ça, mais c'est pas ça Non, c'est pas l'argent qui met le qui feu au motive les gens. moteur. Ouais. Il y a un sujet qui est très très intéressant, je trouve, dans le livre autour de la catastrophe, sur les effondrements qui peuvent survenir. C'est que tu dis qu'en gros, et moi j'ai interviewé par exemple des militaires qui disent que en fait la multiplication et la concomitance des catastrophes font que de plus en plus on va voir les secours qui ne vont pas intervenir. Mmh. Et toi Ils vont tu pas dis pouvoir ils intervenir. vont pas pouvoir intervenir parce que si par exemple dans les saisons Mmh. d'été il y a des feux sur tout le bassin méditerranéen, bah on pourra pas pouvoir envoyer les pompiers. Ou alors s'il y a des feux et puis que dans le nord il y a une inondation, enfin on voit bien que on n'arrivera pas à boucler la boucle. Toi tu dis qu'il faut en gros un sursaut citoyen, que les gens prennent conscience de cette réalité-là et qui s'organisent eux-mêmes et qui n'attendent pas tout de l'État. Ouais, c'est important. Ça me paraît être un facteur majeur de sécurité, de résilience, même de priorité, c'est évident. Alors, je suis pas le seul à le dire. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui le disent, pas que des scientifiques, des gens aussi dans les institutions, dans les secours et au plus haut niveau de l'État. On se rend compte, enfin, les gens se rendent compte, les institutions se rendent compte qu'ils n'arriveront pas, enfin, les secours n'arriveront pas à tout faire. Quand tu dis au plus haut niveau de l'État, Le ministère de l'Intérieur, l'armée, toi tu as discuté avec des gens qui ouais, se rendent compte de ça? ouais, j'ai été à un colloque, ils disent ça au plus haut niveau de l'État, on a besoin des citoyens maintenant pour la gestion de crise. Et en fait, ils savent pas trop comment faire et surtout le citoyen a été, éduqué à ne pas réagir. Alors en France, on a un bon système de gestion des secours, on est un pays riche, industrialisé, mais même comme ça, on l'a vu à La Réunion, on l'a vu, dans les Caraïbes, enfin il y a et même en France, à la vallée de la Roya, il y a des catastrophes qui vont arriver, qui vont déstabiliser les secours. Et il y a parfois, et ça arrive dans plein de pays dans le monde, hein, actuellement, et même en Australie, il y a des pays industrialisés, riches, où les secours ne peuvent plus arriver. Et les secours en Australie, pendant les méga feux, là, il y a eu 2019, 2021, 22, il y a eu des méga inondations aussi. On est en lien avec des chercheurs là-bas et des gens qui ont vécu ces catastrophes. Ils disaient,
les pompiers demandaient de l'aide à la population. Donc, tu vois, et ils n'arrivaient pas. En fait, ils n'arrivaient même pas sur les lieux et ils ne savaient pas gérer les méga-feux. Et ils disaient à la population, on ne sait pas le faire, organisez-vous. Donc, de plus en plus, les secours n'arriveront pas à tout faire, les secours officiels, les professionnels, etc. Et il faudra je pense, hein, mais les mettre sur des tâches très spécialisées. Ils sont bons, ils sont professionnels, ils ont le matériel sur tel ou tel risque, tu vois. Mais pour la plupart des risques et pour la vie de tous les jours, en fait, parce qu'on vit tous des petites catastrophes, tu vois, les deuils, les accidents, des morts, des maladies, finalement, la vie est une suite de catastrophes. Eh ben, il faut qu'on puisse se débrouiller. Il faut qu'on puisse et c'est ce qu'on disait avec le réseau des tempêtes. Se débrouiller seul, avoir une sorte de résilience, de résistance, les deux, individuelle. Mais ça vient d'où? La résilience individuelle, ça vient du collectif, ça vient des liens que tu as, ça vient de la confiance que tu as dans le monde, le futur, les autres, toi-même, etc. Donc c'est à la fois du dev perso et du dev collectif. C'est nécessaire et pas forcément comment dirais-je, centré sur des aléas précis, des risques précis. On n'est pas obligé de tous se préparer aux inondations, aux feux, aux tremblements de terre, aux attaques terroristes, aux nanana. Et les professionnels, ils savent très bien faire. Mais nous, en tant que citoyens, alors on pourrait le faire, hein, si tu es dans une région où il y a beaucoup de feux, d'accord, tu te prépares au feu et tu fais des liens avec les pompiers. Mais on pourrait se préparer de manière générale, tu vois, une sorte de préparation générique. Et c'est quoi une préparation générique? Bah, la gestion des peurs, euh, le lien voisinotaire, cultive les liens avec tes voisins, le lien avec les élus, le lien, tu vois, Une culture du risque aussi de certains, des et inondations, une culture exactement de la mémoire du risque, d'aller voir comment ont fait les ancêtres, d'aller voir comment font les voisins, les pays voisins, de faire des jeux, parce qu'en tant que primate, on est une espèce de primate, on apprend en jouant, tu vois, depuis tout petit. Et ben jouons aux catastrophes, tu vois. Le jeu, c'est quoi? C'est un mélange de peur et de joie. Et c'est des niveaux de peur où tu peux atteindre des niveaux de peur, te faire peur, mais avec assez de ressources de joie que pour ne pas tomber en PLS, tu vois, arriver dans le freeze. Et le jeu, les serious games, des jeux grandeur nature de catastrophes, des simulations, comment dire, ouais, des exercices avec ou sans les pompiers, tu vois, on peut s'entraîner à ça. Et en fait, en jouant, on fait du lien social. En jouant, on voit nos défauts, on voit nos vulnérabilités, on s'améliore. Et il y a ce côté de motivation intrinsèque, de vouloir s'améliorer, de vouloir aider les autres, de vouloir aller se fendre la gueule un week-end avec des potes. Finalement, les potes, ça va devenir des potes, tu vois. Et on va devenir frères et sœurs comme les trois petits cochons. Donc pour moi, c'est tout bénef, tu vois. Et même si les crises, je redis, tardent à venir, on aura amélioré nos vies.